Bonsoir à tous. Avec sa réforme votée hier au Parlement, la ministre de l'Éducation, Valérie Glatini, s'est mise à dos une grande partie du monde enseignant. Syndicats, professeurs, directeurs, pouvoirs organisateurs sont vent debout contre les projets de la ministre. Elle fait face à la tempête et aux critiques. Elle s'en explique ce soir sur notre plateau. Bonsoir Valérie Glatini. Bonsoir. Est-ce que les ponts sont rompus entre vous et le monde enseignant ? Non, je ne pense pas du tout, mais je comprends bien sûr que ça ne fasse pas plaisir qu'on doit faire des économies. Et donc vous évoquez une réforme, ce n'est pas une réforme, c'est un décret-programme qui concerne des économies. Avec des réformes Non, pas du tout. Il y a simplement des économies qui sont à faire dans l'enseignement obligatoire, comme il y en a dans l'enseignement supérieur, comme il y en a dans le budget des cabinets, comme il y en a aussi au Parlement, comme il y en a dans le monde des médias. Et donc en effet, il y a des économies qui vont toucher tous les secteurs, y compris l'enseignement obligatoire, puisque c'est la plus grosse partie de notre budget. Oui, mais si tôt dans la législature, des conflits avec les enseignants, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de plomber votre boulot pendant le reste de la législature ? Non, mais on est tous conscients que ça ne fait plaisir à personne de faire des économies, et à moi non plus, mais il ne faut pas se voiler la face. On est dans une situation budgétaire qui est compliquée, et donc si on veut pouvoir protéger les missions essentielles de l'école, si on veut pouvoir protéger les salaires des enseignants, l'indexation, eh bien on doit se tourner vers ce qui a été décidé au moment où on a discuté du pacte pour un enseignement d'excellence. C'était un meilleur pilotage des options du qualifiant, parce qu'on sait qu'on a un très grand nombre d'options dans l'enseignement qualifiant, 5400, c'est beaucoup, dont la moitié avec moins de 10 élèves. Et parmi ces 2700 options avec moins de 10 élèves, il y en a 1300 pour lesquelles il y a une offre à moins de 10 km. Oui, alors vous dites que ce n'est pas une réforme, en tout cas certains le prennent pour une réforme. On a demandé aux internautes de vous interroger sur cette réforme. Vous allez voir, sur ces projets de transformation de l'enseignement, vous allez voir, la première question, elle est plutôt cash. Elle est posée par Dimitri. Quand démissionnez-vous ? Alors ça, c'est une question vraiment un peu une attaque ad hominem. Et donc simplement, je veux rappeler que, je répète, j'ai conscience que ça ne fait plaisir à personne de devoir faire des économies. Mais l'agence de notation Moody's vient de dégrader la perspective de notre note pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle était stable, elle devient négative. Ça veut dire qu'on va devoir payer de plus en plus cher pour pouvoir emprunter, notamment pour payer les salaires des enseignants. Et que donc si on laisse les choses continuer, eh bien effectivement, on devra s'en prendre aux missions essentielle de l'école. Et donc ici, c'est un projet d'économie qui touche absolument tous les secteurs et qui fait l'objet d'un accord au sein du gouvernement. Et donc il n'y a pas de focalisation particulière sur l'école, mais c'est vrai que la plus grosse part du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est en effet l'école. Et parmi le budget de l'école, rappelons que 85%, ce sont des salaires. Et donc on a très peu de marge. Il n'y a pas que les syndicats qui sont contre vous. Oui, mais je comprends bien il y a les pouvoirs organisateurs, il y a les directeurs. C'est vraiment un front commun. Ça ne fait plaisir à personne, ni aux syndicats qui doivent évidemment faire face à des fermetures de petites options, ni aux fédérations de PO, d'avoir un petit peu moins de financement. Mais s'ils viennent la fois prochaine avec des pistes pour faire des économies, je serai bien sûr tout oui pour ça. J'ai bien conscience que ça ne fait plaisir à personne, mais nous sommes devant une situation budgétaire qui est tout à fait inquiétante et on ne veut pas toucher aux missions essentielles de l'école. On a beaucoup dit pendant la campagne électorale et après que nous allions toucher au salaire des enseignants, que nous allions toucher à leur indexation. Évidemment, on ne fait pas ça, mais on s'attaque à quelque chose qui avait déjà été identifié en 2017 par les acteurs eux-mêmes. Le pacte, ce n'était pas le politique, c'était les acteurs eux-mêmes avaient identifié ce grand nombre de petites options alors qu'il y a une offre qui existe, par exemple dans l'enseignement de promotion sociale, par exemple dans les hautes écoles, par exemple à l'université, par exemple à l'IFA-PME ou l'EFP à Bruxelles. Donc il y a beaucoup d'organes de formation qui forment des adultes et c'est une offre qui est redondante. Alors on a bien compris que vous n'avez jamais pensé à démissionner, mais est-ce que vous ne pensez pas que la législature, elle va être plombée avec le monde enseignant ? Alors ce n'est jamais simple, je le répète, ce n'est jamais simple de devoir penser à faire des économies. Je préférerais, c'est vrai, annoncer des nouveaux millions pour de nouveaux projets. Je préférerais couper des rubans, ça ce serait évidemment beaucoup plus agréable. Mais au passage, je veux rappeler qu'on a aussi dégagé de l'argent
pour des politiques nouvelles et par exemple pour lutter contre la pénurie d'enseignants. On est passé de 2 poules de remplacement à 4. On a également prévu de l'argent, par exemple, pour accompagner les enfants malades de longue durée via des projets numériques. On a également revalorisé l'enseignement libre pour qu'il y ait moins de décalage avec le reste. Et donc, c'est vraiment des projets qui sont budgétés à plusieurs millions d'euros. Ici, on parle de près de 5 millions d'euros et c'est un financement qui va durer 10 ans pour assurer un rééquilibrage de financement entre les réseaux. Donc, il y a beaucoup de politiques nouvelles dans ce qu'on propose. Alors, une question sur la 7e qualifiante, vous en doutez, elle est posée par Georges, vous allez la découvrir tout de suite. La 7e était un fameux tremplin pour les étudiants qui avaient un projet scolaire. Sa suppression est un non-sens et est inacceptable. Ce n'est pas, on ne supprime pas les 7e. On peut toujours faire une 7e pour faire une préparation en maths. On peut toujours faire une 7e si on n'a pas encore le CESS. On ne ferme que certaines 7e. Ce sont des 7e où les élèves ont déjà le CESS, donc le certificat qu'on a quand on sort du qualifiant, le certificat qui permet de commencer l'enseignement supérieur. Donc typiquement, un élève qui est diplômé en hôtellerie, par exemple, donc il a le CESS, il peut se lancer dans la vie active. Il souhaite une spécialisation, par exemple pour devenir sommelier, ou pour une formation complémentaire en tourisme. Sommelier, ça existe dans l'enseignement pour adultes. Tourisme, ça existe dans une haute école. Donc on ne coupe pas les parcours de formation. Mais c'est quand même changer de type d'enseignement. On a entendu certains élèves et certains directeurs dire pour certains, ça va être compliqué, ce changement d'école, ce changement de filière. Ce sont des adultes. Ils ont en général 19 à 20 ans. Alors on comprend que ça peut être pas amusant de devoir quitter son école, mais ce que nous faisons actuellement, c'est un cadastre qui montre qu'en général, il y a une offre de formation juste à côté ou pas très loin. Et donc effectivement, ce sont des jeunes qui... Quelque part, l'enseignement obligatoire a fait son travail par rapport à ces jeunes puisqu'ils ont un diplôme qui leur permet de s'insérer dans la vie professionnelle. Mais on comprend, et c'est très bien qu'ils souhaitent une spécialisation, mais cette spécialisation, elle existe juste à côté ou elle existe de façon extrêmement similaire. Mais effectivement, s'il y avait une formation manquante, nous serions très attentifs à cela. Donc pour l'instant, on réalise un cadastre. Alors, on va vous proposer maintenant la question d'un enseignant. On l'a rencontré avant-hier. Il craignent évidemment la perte d'emploi. Écoutez cet enseignant, il vous interpelle directement. Les chiffres, on les apprend aussi à l'école. Peut-être que Mme Glatini devrait retourner sur les bancs de l'école. Quand elle réduit de 3% le nombre d'heures dans les écoles qualifiantes, je ne comprends pas comment elle peut imaginer que ces heures, c'est les professeurs qui les prestent. Comment est-ce que ça ne peut pas être moins de professeurs dans les écoles? C'est un non-sens complet. Par ailleurs, peut-être que Mme Glatini crie aux fake news vis-à-vis des organisations syndicales, mais ce n'est pas seulement les organisations syndicales, c'est aussi les pouvoirs organisateurs, les fédérations de pouvoirs organisateurs, les directions qui sont mobilisées aussi lundi. D'emploi, il y en aura. Il faut rappeler que les syndicats ont dit que quand on enlève 3% de financement, c'était 3 enseignants sur 100 qui perdaient leur emploi. Ça, c'est de la désinformation. Ça veut juste dire que les établissements ont un peu moins de financement pour les heures de cours qu'ils vont donner. Et donc, effectivement, si vous aviez 100 heures de cours financées, il n'y en aura plus que 97 financées. Donc, je ne cache pas le fait qu'il y aura peut-être des pertes d'heures, mais je rappelle aussi qu'on est dans un contexte de pénurie d'enseignants. En particulier pour toutes les formations de nature technique. Et donc, je ne cache pas que c'est évidemment pas facile quand on perd quelques heures de cours, mais on est dans une situation de pénurie et donc on peut effectivement retrouver des heures dans la même école, on peut retrouver des heures dans l'école d'à côté, on peut aussi faire autre chose. Mais si la filière disparaît, on peut concevoir que pour le professeur, trouver de l'emploi dans une autre filière, ce sera peut-être pas simple. Hein. Oui, mais si vous enseignez dans une filière connexe, en général, vous trouvez du travail dans un établissement à côté. La difficulté qu'on a, c'est quoi? C'est qu'en général, il y a très peu de mobilité entre réseaux. Et donc, si vous êtes professeur dans un type de réseau, vous n'allez pas dans le réseau, dans un autre réseau. Et donc, l'idée, c'est de faire sauter ces freins à la mobilité interréseau pour que les professeurs puissent retrouver des heures dans l'école d'à côté, voire se former mais vous pour avoir une autre formation. Qu'il n'y aura pas de perte d'emploi, Valérie en tout cas, il est assez peu probable qu'il y ait des pertes d'emploi dans un contexte de pénurie aiguë dans laquelle nous sommes. Et effectivement, il se peut qu'il y ait des professeurs, ça je ne l'ai jamais caché, qui doivent perdre 2 heures et en retrouver 2 dans l'école à côté ou dans un autre type de formation. Ça, c'est exact. Et c'est pour ça qu'on travaille sur
sur des micro-certifications pour que, par exemple, un professeur puisse être aussi formé pour enseigner une autre matière. Mais donc, il ne faut pas raconter que 3 professeurs sur 100 vont perdre leur emploi dans le qualifiant. Vous le dites très souvent, il y a des fake news. Non, j'ai simplement dit pour ce point précis. Ma réforme est mal comprise, mais on a l'impression vraiment que cette réforme, vous estimez qu'elle est mal comprise. Donc, je suis désolée, mais ce n'est pas une réforme. Ce sont des mesures d'économie. Donc, soit vous continuez à dire que c'est une réforme. Très bien, des mesures d'économie. Vous avez l'impression qu'elles n'ont pas été comprises par les enseignants? Non, je comprends que ce soit très compliqué. Je n'ai jamais dit que c'était agréable de faire des économies. Personne ne dit que c'est agréable. Personne n'attend des fleurs pour ce genre de choses. Mais c'est très clair, si on ne prend pas des mesures d'économie, nous aurons des problèmes budgétaires aigus. Et ce qu'on veut, je le répète, c'est protéger les missions essentielles de l'école. Donc on m'a dit et répété qu'on allait couper dans les salaires des enseignants, nous ne l'avons pas fait. On m'a dit et répété que nous allions couper dans l'indexation, nous ne l'avons pas fait. Et donc ce qu'on fait, c'est on s'attaque à quelque chose qui avait été identifié, c'est-à-dire la multitude de petites options dans le qualifiant, non pas pour couper dans les parcours des élèves, mais simplement leur dire, les jeunes adultes qui ont déjà le CESS, il y a une offre de formation à côté de chez vous, tournez-vous vers l'enseignement pour adultes. Moi, je suis aussi ministre de l'enseignement de promotion sociale et je sais qu'il y a des pépites dans ce type d'enseignement. Tournez-vous vers une haute école, par exemple, parce que là aussi, il y a des formations extrêmement intéressantes. Tournez-vous vers l'EFP, tournez-vous vers l'IFA-PME, tournez-vous vers Actiris, tournez-vous vers le Forum si vous habitez en Wallonie, parce que là aussi, il y a une offre de formation qui est très intéressante, y compris en alternance, où un jeune peut aussi être rémunéré. Oui. Alors une question encore par rapport à ça, vous allez la découvrir tout de suite. Quelle est c'est Giuseppe qui la pose cette question, quelle est votre principale motivation, l'intérêt des élèves ou celui de l'agence de notation Moody's? Alors, rappelons que pour que les élèves puissent être formés, il faut payer les enseignants. Pour payer les enseignants, il faut une trajectoire budgétaire qui nous permette de le faire. Si on est en banqueroute au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on ne pourra plus assumer nos missions essentielles. Alors oui, on peut raconter que nous serions soumis à des injonctions extérieures, mais c'est un fait que si nous n'arrivons pas à financer correctement nos établissements, on ne pourra plus payer les enseignants et donc on ne pourra plus assumer les missions essentielles de l'école. Et donc c'est de notre responsabilité de faire en sorte que le budget ne dérape pas. Et donc, je rappelle que les économies, on se les applique d'abord à nous-mêmes aussi. Donc, il y a des économies dans les cabinets, il y a des économies au Parlement, il y a des économies dans le secteur des médias, il y a des économies dans tous les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais effectivement, l'école, ça représente 65% du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 85% de ce budget, ce sont des salaires. Donc, si on veut ne pas toucher aux salaires des enseignants, eh bien, il faut s'attaquer à cette multitude de petites options dans le qualifiant et ça ne fait plaisir à personne. Et je veux rappeler aussi qu'on a dégagé 2 millions d'euros pour accompagner ces élèves, pour qu'ils sachent qu'il y a une offre de formation à côté de chez eux bien souvent. Donc il y a de l'argent frais qui a été dégagé pour accompagner les élèves, aussi pour accompagner les établissements et accompagner les professeurs qui en effet devraient trouver 2 heures, 4 heures ailleurs et pouvoir vraiment les aider pour qu'ils puissent retrouver cette Alors question pour le futur, Valérie Glatini, elle est posée par Yann. Quelles sont les autres coupes budgétaires prévues à l'avenir? Le budget est présenté en déficit, il y aura d'autres... On doit s'attendre à des années compliquées à l'avenir? L'objectif ici, on a bien conscience qu'en sortant de la période de Covid, évidemment, il y a eu des dépenses supplémentaires. On a eu aussi 1 milliard d'euros injectés dans les bâtiments scolaires. On a une dégradation de la clé élève. C'est quoi la dégradation de la clé élève? Ça veut dire qu'on a moins d'élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles et donc on a moins d'argent versé pour la Fédération Wallonie-Bruxelles pour remplir toutes nos missions. Donc effectivement, il y a un point d'attention sur notre budget, mais ça ne fait plaisir à personne de faire des économies. Et d'autres coupes budgétaires, pour répondre à la question, il faut s'attendre à quoi? Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de maîtriser notre déficit, parce que si notre déficit est trop important, eh bien c'est la dette qui augmente et donc c'est un cadeau empoisonné qu'on fait à nos enfants. Donc l'objectif ici, c'est pas de faire des économies. Moi, ça ne me fait pas plaisir de faire des économies. Je ne sais pas à qui ça fait plaisir de devoir annoncer des coupes budgétaires. Ça ne fait plaisir à personne. Et donc dès qu'on peut retrouver de l'agilité dans notre budget, bien sûr, on continuera à investir dans les missions essentielles de l'école. Donc il n'y a pas à ce stade d'économies supplémentaires prévues, mais on
on doit d'abord retrouver la maîtrise de notre déficit. Alors, un autre dossier que vous avez ouvert hier soir à la RTBF dans la presse ce matin, vous vous attaquez aussi au radicalisme religieux, au complotisme à l'école. Pourquoi maintenant est-ce qu'il y a soudain une urgence? Il y a des informations qui vous sont revenues, qui vous font dire qu'il faut agir très vite? Mais j'ai été alertée en effet par plusieurs groupes de professeurs qui m'ont parlé de phénomènes assez inquiétants. Par exemple, un petit garçon qui se cache les yeux devant le corps d'une femme nue dans son manuel de biologie, par exemple, ou une jeune fille qui ne veut plus aller au cours de natation, ou des professeurs qui n'osent plus enseigner, par exemple, la théorie de l'évolution, des professeurs qui s'auto-censurent, qui ne souhaitent plus, qui subissent des intimidations et qui n'osent plus parler de certaines choses comme le conflit entre Israélo-Palestiniens ou l'histoire de la Belgique, ou qui n'osent plus expliquer l'intérêt de la vaccination, ça a pris des proportions par exemple. qui vous font dire aujourd'hui il faut faire quelque chose. Vous parlez d'un monitoring de l'inspection. On a également on a été alerté au niveau de la Sûreté de l'État et de l'OCAM d'une augmentation du radicalisme violent chez les jeunes. J'ai demandé qu'il y ait une objectivation de la situation via un questionnaire qui a été adressé aux enseignants. Donc ça s'appelle un baromètre du respect. Et il y avait une question qui avait été adressée aux enseignants. Est-ce que vous vous êtes déjà auto-censuré? Et 7 sur 10, donc il y avait 10 000 répondants sur 120 000 enseignants, 7 répondants sur 10 ont indiqué qu'ils s'étaient déjà auto-censurés, c'est-à-dire ils avaient renoncé à aborder, par exemple, un pan du cours par crainte des pressions ou d'intimidation. Et donc, effectivement, c'est interpellant. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est rappeler la norme, à savoir le prosélytisme religieux, les extrémismes, y compris le radicalisme, n'a pas sa place. Vous avez l'impression que psychologiquement, rappeler la norme, ça va suffire à ce que les professeurs ne s'auto-censurent pas ou qu'il y ait des réactions de certains élèves à certains moments? Non, bien sûr. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est de rappeler qu'il y a une aide qui existe. Et donc, ce que nous ont dit les experts en lutte contre les extrémismes violents, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Il faut avant tout briser le silence et rappeler aux enseignants, par exemple, qu'ils peuvent être aidés. Et donc, il y a des numéros d'écoute. Il y a des équipes mobiles d'accompagnement qui peuvent aller dans les écoles, travailler, par exemple, parce qu'on est inquiet. Il y a un élève qui regarde une vidéo de décapitation. Eh bien, l'école peut être aidée. Et c'est vraiment essayer de sortir d'un phénomène de sidération où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers qui se tourner. Il y a des mécanismes d'aide, y compris aussi dans des cas où il y a une évaluation qui montre qu'un jeune se met en danger ou est un danger pour autrui, de pouvoir très rapidement protéger un enseignant, par exemple, oui, en faisant appel vous appelez à la mise en place d'un référent police dans chaque école et d'un référent école dans chaque commissariat. Alors, on en est à ce point-là? Non, c'est trop tôt, je pense. Mais c'était une idée, en effet, qui existe côté français. Donc j'ai rencontré mon homologue française, Madame Jeunetet, qui explique que dans les écoles françaises, en effet, dans les commissariats, il y a un référent école. Et donc ça permet, dans les cas extrêmes, évidemment, donc ici, il ne faut pas créer de psychose, mais simplement, il faut être prêt à réagir s'il y avait un problème qui survient, et bien de pouvoir, en effet, avoir un dialogue beaucoup plus étroit entre l'école et un enseignant qui, par exemple, pourrait être menacé, pourrait jouir plus rapidement d'une protection. Oui, ce sont des écoles bruxelloises qui, principalement, sont dans votre viseur aujourd'hui? Non, les équipes mobiles d'accompagnement travaillent depuis des années, donc dans les écoles, et elles travaillent aussi bien en Wallonie qu'à Bruxelles. Alors on va revenir un moment à la réforme parce qu'elle a occupé beaucoup les questions de nos internautes. On va découvrir cette question d'Olivier. Comment rendre l'enseignement attractif en supprimant la statutarisation des enseignants? Donc je répète, et je pense que ça fait la 3-4e fois, donc 5 je pense, ce n'est pas une réforme, donc c'était le décret programme, c'est ça qui a été adopté hier. Donc ce sont des mesures d'économie qui concernent également des politiques nouvelles. Donc j'ai parlé des poules de remplacement par exemple. Donc c'est un budget, c'est ça qu'on a adopté au Parlement. Alors vous faites référence à autre chose qui pour le coup là est un projet de réforme mais pour lequel il n'y a encore aucun texte sur la table. Mais on en parle beaucoup. Dans notre déclaration de politique communautaire figure le projet d'offrir un contrat à durée indéterminée sur mesure pour les enseignants pour les futurs enseignants qui vont sortir en 2027 parce qu'ils seront formés en 4 ans et plus en 3 ans. Donc à partir de 2027, l'idée c'est en effet d'offrir non plus
un contrat à durée extrêmement déterminée, puisque quand vous êtes un jeune qui sort de l'école et donc vous, en général, vous faites plusieurs remplacements, des intérims, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est le retour du statutaire. Donc ici, c'est d'offrir à un jeune qui sort de l'école immédiatement un contrat à durée indéterminée, sur mesure, pour les enseignants, de façon à l'ancrer plus rapidement dans le métier. Mais là aussi, on a lutter l'impression que contre la c'est mal pénurie. compris par le monde enseignant. Quand on voit certaines réactions, on voit que on ne saisit pas, en fait, cette mesure. Mais je comprends, puisque la mesure n'existe pas encore. Et donc, à la fois, on nous dit, et à juste titre, qu'il faut concerter, et en même temps, on nous dit, mais on ne la comprend pas, la mesure. Et c'est normal, puisqu'il n'y a pas encore de texte sur la table. Il y a simplement quelques lignes qui sont dans la déclaration de politique communautaire. Voilà, je suis là depuis 4 mois. Nous avons une déclaration de politique communautaire qui est très ambitieuse. Et donc, quand ce sera venu le temps de discuter pour le coup, ce qui est une réforme, alors là, bien sûr, on se mettra autour de la table avec tous les acteurs. Mais pour l'instant, je comprends que ça suscite beaucoup de questions, puisqu'il n'y a encore rien sur la table à part quelques lignes. Mais c'est l'occasion de rappeler qu'en effet, c'est ça le projet, et qu'il n'y aura pas de perte de nomination pour les personnes qui sont déjà nommées. Il n'y a évidemment pas d'effet rétroactif, ce serait illégal, mais ça peut créer peut-être de l'inquiétude. Et donc, autant rassurer tout le monde à ce sujet-là. Et par rapport aux personnes qui seraient en voie de nomination, qui sont en attente de leur nomination, l'idée sera dans tous les cas de proposer une période de transition. Donc les personnes qui sont nommées actuellement, j'ai lu dans la presse que les personnes avaient peur de perdre leur nomination au 1er janvier 2025. Ça, ce n'est pas de l'information. Alors vous ne m'en voudrez pas de dire que c'est de la désinformation, parce que ce n'est absolument pas prévu. Donc ça, c'est tout à fait clair. Allez, c'est une réforme aussi que certains vous demandent d'envisager. C'est que prévoyez-vous pour corriger l'aberration de la situation des inscriptions en première secondaire, en particulier au nord-est de Bruxelles. C'est le décret inscription. Est-ce qu'il va y avoir des transformations, des changements pour le décret inscription dans les mois qui viennent pour la rentrée prochaine, Valérie Glatini? Il faut rappeler qu'à ce stade, et la démographie, vous connaissez les grandes tendances démographiques, nous avons 1500 places dans les écoles bruxelloises. Il y a en effet certaines écoles qui souffrent d'un déficit d'attractivité, je vais le dire comme ça, et donc il faut à tout prix pouvoir aider ces écoles pour qu'elles puissent être plus attrayantes et qu'on se tourne vers elles. Je sais qu'il y a un point particulier en ce qui concerne les écoles de Berchem-Saint-Agathe et par exemple et de Gansoren. Donc il y a une école secondaire qui est en cours de construction, en tout cas à Berchem-Saint-Agathe, pour permettre de soulager la pression sur Gansoren. Et donc effectivement, il y a des pistes de solutions. Oui, mais on vous demande aussi, la question était plus précise, celle de Pierre, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas revoir les indices socio-économiques et privilégier plus les indices géographiques quand on fait l'indice composite qui permet de savoir, qui permet d'avoir un ordre dans l'inscription d'une école. Est-ce que pour ça, il va y avoir des changements? Il y a un groupe de travail qui réfléchit à la question, mais je suis très attentive aussi à l'évolution démographique et aussi pourquoi ces places qui sont existantes ne sont pas utilisées, parce qu'on peut toujours revoir le décret, changer l'un ou l'autre élément, mais on sait que c'est un ensemble très complexe, et donc il y a un groupe de travail qui se penche sur cette question actuellement. Et donc il pourrait y avoir réforme si l'aventure, ce groupe de travail amenait à cette conclusion. Oui, mais il faut être très prudent, parce qu'on peut avoir des effets non anticipés, et je pense que la priorité des priorités, c'est travailler sur ces 1500 places qui ne sont pas, vers lesquelles les élèves ne se tournent pas, probablement parce qu'il y a un déficit d'attractivité dans certaines écoles. Oui, et donc pas question de suppression de ce décret inscription. Ben, à ce stade, comme je l'ai dit, il y a un groupe de travail qui réfléchit sur la question que vous venez de mentionner. Alors, très bien. Dernière question, elle vous est posée par Marie-Louise, et on parle des congés scolaires. Pourriez-vous remettre les congés scolaires comme autrefois? Le nouveau système pose énormément de problèmes pour les familles. Alors là, il y a du changement dans l'air, vous l'avez déjà annoncé, il va y avoir une correction finalement pour qu'il y ait des périodes de congés communes entre élèves francophones et élèves flamands. Oui, on est bien conscient qu'en particulier à Bruxelles, il peut y avoir un point d'attention sur les familles dont les cousins sont dans l'enseignement néerlandophone, par exemple, alors que dans la famille, ils sont dans l'enseignement francophone. Donc il y aura en effet une semaine de congés en commun en plus cette année en février, donc pour le congé de détente ou carnaval. Et puis l'idée, c'est qu'en 2026 également, où il n'y aura pas de semaine de congé commune de janvier à juin, on puisse avoir une semaine de congé
supplémentaires en commun avec les autres communautés. Très bien, mais merci en tout cas vous. pour tous ces éclaircissements. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir et je vous retrouve lundi avec beaucoup de plaisir. Très bon week-end à tous.